Selon l'historien Marcel Trudel, 3456 Noirs ont vécu au Québec entre 1629 et 1910. L'esclavage des Noirs et des Autochtones au Québec est un fait documenté depuis plusieurs années par les historiens. Certains Noirs affranchis travaillèrent au service du roi. Mathieu d'Acosta, dit l'interprète, était membre de l'équipage de Champlain et maîtrisait plusieurs langues autochtones. Il participa à la fondation de Port-Royal où il décéda en 1607. Bien que le premier grand recensement sera effectué par l'intendant Talon en 1666, les sources premières démontrent que Olivier Lejeune serait le premier esclave noir recensé en Nouvelle-France. Ce dernier serait arrivé à bord d'un bateau de David Kirk lors de la prise de Québec en 1629 pour ensuite être donné à Guillaume Couillard, fils de Louis Hébert et Marie Rollet. Le père jésuite Paul Lejeune, qui s'occupait alors de son éducation, lui aurait transmis son nom pour des raisons religieuses. Il est toutefois assez atypique à l'époque de porter un nom complet. La plupart sont désignés comme étant des esclaves de ou ne portent tout simplement pas de nom. Pire encore, les recensements démontrent que certains portent des noms d'animaux en fonction des maîtres qui les possèdent. Apparemment, on leur donne ces noms en fonction de leurs attributs physiques. Que font les esclaves noirs dans la colonie? Les chiffres rapportent que 95% des femmes occupaient des emplois comme travailleurs à domicile, non rémunérés. Chez les hommes, 90% sont des domestiques. Les autres sont des journaliers qui pratiquaient certains métiers. Malgré une éventuelle promesse d'émancipation qui leur permettrait de retrouver leur liberté, l'histoire raconte que plusieurs d'entre eux préféraient demeurer au service de leur maître. Les esclaves noirs qui s'établissent en Nouvelle-France proviennent principalement de 4 lieux. Les États du Nord dans les 13 colonies, les Antilles, plus précisément d'Haïti et de la Martinique, d'Afrique via le Madagascar et la Guinée, et enfin d'Europe. Les statistiques démontrent que plusieurs d'entre eux profitèrent de la fin de la guerre de sécession en 1865 pour fuir les hivers canadiens et même retourner aux États-Unis. Il est difficile pour les Antillais et les Africains de s'adapter à la rigueur du climat de la Nouvelle-France. Mathieu Léveillé sera le bourreau du roi sous Hocar vers 1733. Toutefois, dès son arrivée dans la colonie, il doit être hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec. Le changement de température y est pour quelque chose. Il décédera au même hôpital une dizaine d'années plus tard. Par conséquent, par souci de fiabilité, plus aucun noir ne sera nommé pour ce rôle en raison de la précarité de leur santé et de l'importance de ce métier qui était pourtant très mal vu au sein de la population. La plupart des esclaves noirs qui vivent dans la colonie sont célibataires en raison de leur statut de servitude. On y remarque un taux de naissance 7 fois plus petit que chez les Canadiens français vers 1710. Le clergé voyait d'un mauvais œil le mariage interracial à cette époque. Eh bien, imaginez-vous que la naissance d'enfants illégitimes entre un maître et son esclave était chose relativement courante. L'histoire a comptabilisé ce phénomène dans les registres d'époque. À cet effet, Monseigneur de Laval, premier évêque de Québec, annonce la nullité des mariages entre blancs et noirs et entre blancs et autochtones. La sévérité avec laquelle on traitait certains esclaves marque aussi l'histoire de la Nouvelle-France. En 1734, l'incendie qui ravagea la jeune ville de Montréal inculpe une jeune esclave noire du nom de Marie-Joseph dite évangélique. Cette dernière aurait voulu mettre le feu au domicile de sa maîtresse sur la rue Saint-Paul à Montréal, détruisant ainsi 45 maisons. Elle sera torturée et forcée d'avoir avoué son crime qu'elle n'aura finalement jamais commis avant d'être brûlée devant l'église Notre-Dame, ancien lieu de culte qui précéda la basilique Notre-Dame de Montréal. Puisqu'il y a présence d'esclaves jusqu'en 1834, c'est la Grande-Bretagne qui mettra fin à cet exercice discriminatoire avant de voir nos voisins, les États-Unis d'Amérique, mettre fin à l'esclavage avec la fin de la guerre civile, nommée aussi guerre de sécession, en 1865. L'organisation sociale en Nouvelle-France ressemble en tout point à la société française. Le tiers-État, qui constituait 97% de la population, comportait des ouvriers, des hommes de métier, des voyageurs et même des censitaires. Toutefois, les esclaves noirs et autochtones se voyaient exclus de cet ordre. Seulement les domiciliés et affranchis pouvaient espérer y adhérer. Par conséquent, la noblesse et le clergé demeuraient l'élite de la colonie et contrôlaient la société. La noblesse était constituée des gouverneurs, des officiers militaires et de personnes de haute instance. Le clergé, quant à lui, pouvait autant être régulier que séculier.